Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Une vie de liberté. Je suis Tony, entrepreneur, marchand de biens et investisseur. Auparavant chef d'entreprise, prisonnier d'une belle rat race, ce métro boulot dodo infernal, j'ai fait un burn-out en 2012 qui a tout remis en question. Je voulais changer de vie, pour tout simplement vivre, avoir du temps pour profiter de ma famille et de mes proches, voyager et faire au quotidien une activité riche de sens. Grâce à mes investissements, j'ai réussi à atteindre mon indépendance financière en 2018 et depuis 2019, je partage ma passion de la liberté tous les 15 jours sur ce podcast et dans tous mes contenus. Je parle beaucoup d'argent et d'investissement, mais aussi de développement personnel avec parfois une pointe de philo, de dépassement de soi et surtout de cette belle, chère et tendre liberté. Parce que même si l'argent est indispensable pour être libre dans ses poches, je suis convaincu que la liberté ne vaut rien si l'on n'apprend pas d'abord à être libre dans sa tête. Et si d'aventure vous désirez aller plus loin avec moi, je vous propose des livres, des coachings, des voyages entre investisseurs ainsi que des programmes de formation en ligne pour vous permettre d'accélérer votre route vers la liberté. Et si vous voulez un avant-goût de tout ça, je vous ai même préparé une formation complète de plus d'1h20 totalement gratuite qui s'appelle « Les 4 piliers de l'indépendance financière ». Elle a déjà été téléchargée plus de 1500 fois et elle réunit et elle explique tous les leviers que j'ai utilisés et que j'utilise encore pour vivre cette belle liberté au quotidien. Tout ça est disponible sur notre tout nouveau site www.abinvest.net ou alors en description de cet épisode. Et c'est à nouveau avec un grand plaisir que je vous retrouve dans les nouveaux bureaux. Voilà, j'y suis, ça y est, enfin, dans ces nouveaux bureaux pour tourner cet épisode. Alors, le décor n'a pas changé. Oui, je sais, je suis resté un peu dans ma zone de confort, mais on va en parler pendant ce podcast. Ça a été tellement ouf, ce déménagement et ce mois de juin que j'ai reproduit à l'identique le décor pour me remettre dans mes repères. Et donc, peut-être que ça évoluera au fil du temps. Pour ceux qui me suivent sur le podcast privé des Gentlemen Investisseurs, j'ai déjà fait une petite vidéo sur le podcast privé en dessous, dans le hall, dans le showroom, on va dire, où on a les voitures. Un truc assez cool. Mais voilà, donc on se retrouve dans ces nouveaux bureaux. Bah oui, le décor ne change pas beaucoup pour ceux qui sont des fidèles d'une vie de liberté sur YouTube. Voilà, parce que je filme les podcasts. Hein. Vous êtes seulement, je crois, 15% à m'écouter sur YouTube et 85% sur les plateformes de podcast. Mais je filme tous les podcasts si vous voulez me voir sur YouTube. Et donc, voilà, premier podcast dans ces nouveaux bureaux. Je vais trouver mes repères cette semaine. Ça, c'est incroyable. Je suis vraiment content d'être là. Je suis vraiment content de prendre ce moment. Mais donc, on va pas déroger aux règles. Hein. On verra. Peut-être que ça va évoluer dans le temps. Et vous le verrez pour les podcasts, en tout cas de cet été, ça évoluera ce début de podcast. Je vais aussi vous en parler. Mais voilà, pour ce premier retour pour cette première arrivée dans les nouveaux bureaux, on va faire comme tous les 15 jours. On va remercier tous les gens qui m'ont écrit sur YouTube suite au podcast de la dernière quinzaine. On a Baptiste, Clément, Pauline, Victor, Gérald, Norman et Déborah. Merci à vous tous. 5982 sur YouTube. Les 6000 abonnés se font tellement attendre. Abonnez-vous. Je sais que vous êtes 85% à m'écouter sur les plateformes de podcast, mais venez mettre ce petit soutien sur YouTube. Ça fait plaisir pour m'aider à passer les 6000 abonnés. Et on est à 504 notes sur Apple Podcast, 2 notes de plus. Donc merci infiniment à tous. C'est vous tous qui m'aidez à continuer, faire connaître ce podcast pour bientôt les 6 ans d'une vie de liberté. C'est complètement dingue au mois d'octobre. C'est fou, on attaquera la 7e année, c'est incroyable. Et donc, je vous rappelle que si vous voulez me contacter, parler avec moi, le plus simple, c'est encore de le faire sur Instagram, sur mon seul et unique compte avec la petite étoile bleue, Une vie de liberté. J'essaye de partager du contenu régulièrement, je réponds à tout le monde avec du retard, mais voilà. Je suis encore présent là-bas, c'est le plus simple. Si vous avez des questions à me poser pour un prochain Allo Tonton ou sur n'importe quoi, n'hésitez pas. Et encore voilà, merci à tous ceux qui prennent le temps de commenter et de faire vivre ce podcast. Et donc, passons sans transition à la rubrique news. Donc, je suis dans mes nouveaux bureaux. Je vais de ce pas, en même temps que je vous parle, quitter mes chaussures pour effleurer cette magnifique moquette que j'ai en dessous de moi, que je vous décrive un peu où je me trouve là. Donc, j'ai laissé la porte ouverte sur le showroom de l'autre côté. De l'autre côté, j'ai fermé la fenêtre parce que je n'avais pas anticipé. Mais là où je suis, j'enregistre ces podcasts à 8h du matin. Et j'ai le soleil en pleine tronche de l'autre côté, ce qui fait un contre-jour pas possible. Donc ce podcast est enregistré dans le studio tout éteint. Autour de moi, c'est assez vide. J'ai un mur en face de moi qui fera peut-être un nouveau décor de podcast. Là, pour l'instant, j'ai remis le décor des anciens bureaux. Derrière moi, c'est même la même couleur de mur.
Donc voilà, pour que j'ai bien toutes mes marques pour ce matin. Mais sinon, ce qui est fantastique, c'est que j'ai un vrai plafond acoustique ici, une vraie moquette. Donc normalement, on doit avoir une acoustique qui doit être au top du top. Même si vous m'en voudrez pas, vous risquez d'entendre la clim parce que j'ai la clim juste au-dessus de moi. J'ai essayé de la couper et voilà, j'enregistre ce podcast au mois de juillet, le 10 juillet, et il fait une chaleur à crever. Donc voilà, il faudra supporter le bruit de la clim. Je suis désolé. Mais sinon, que vous dire? C'est, que du bonheur. Je suis vraiment content. C'est encore mieux que dans mes rêves et c'est même fou parce que je vous parle beaucoup de visualisation sur Une vie de liberté. Je crois que j'ai tellement visualisé ces bureaux qu'être dedans, finalement, c'était presque normal et en PNL, de faire de choses aussi exceptionnelles quelque chose de normal, ça n'existe pas. Donc c'est une victoire, vous vous doutez bien que j'ai fêté, voilà, vraiment comme il se doit et on l'a fêté déjà avec, je vais vous en parler, mais avec le mastermind, Esprit marchand de biens qui a eu lieu dans nos bureaux. On venait de les finir, je regarde parce que c'est donc la salle de mastermind est juste à côté de moi. On venait de finir les bureaux la veille et on a enchaîné tout de suite avec le mastermind. Je vais vous raconter un peu mon mois fou, de juin. Et donc là, la pression, on va dire, redescend et j'enregistre ce podcast vraiment à la cool. Vous le verrez aussi, un sujet que j'ai préparé, un truc tranquille, entre nous vraiment, on va vraiment profiter, prendre ce temps, pour ce premier podcast dans les nouveaux bureaux. Voilà, c'est presque les vacances. Donc ce sera et puis je vous le dirai, je vais pour cet été, on reviendra sur des anciens podcasts, sûrement sur 2 ou 3 épisodes. On aura aussi le temps d'en reparler dans cet épisode-là. Mais voilà, ça va faire bientôt 6 ans de podcast et il y a des sujets qui ont des fois 3, 4, 5, 6 ans même, enfin presque 6 ans. Et je voulais faire des rediffusions pour cet été, donc sûrement pour 3 épisodes, je pense entre 2 et 3 épisodes. Peut-être un épisode de réponse aux questions au milieu, on verra. Et rediffuser l'épisode et mettre peut-être un quart d'heure, 20 minutes de commentaires sur comment j'étais à cette époque quand j'ai enregistré cet épisode, qu'est-ce que j'aurais fait différemment, qu'est-ce qui change. Et je vous remercie parce que vous avez été hyper nombreux à réagir et à me dire que vous trouvez l'idée super bien, que ça vous plairait, donc c'est top, c'est ce qu'on va faire. Et moi, ça me permettra aussi d'être un petit peu plus cool ces vacances. Et c'est ce que j'ai voulu faire en commençant par ce premier petit podcast tout en détente. Donc voilà. Et je voulais aussi vous dire que dans ces bureaux, on pourra faire des vidéos sous tous les angles. Vraiment, il y a plein d'angles de vue qui sont hyper chouettes. Bien sûr sur les voitures, mais sur on va dire la salle en bas qui est vraiment inspiration loft new-yorkais. Il y a un mur en briques, on a remis notre beau logo Invest avec les néons. Il y a de la LED en bas. Enfin, il y a vraiment plein de façons de filmer pour que ce soit chouette et on va vraiment les faire vivre, en tout cas, vous faire beaucoup de vidéos sous les différents angles des bureaux. On fera des vidéos aussi avec les voitures, ça va venir parce que il y en a plein d'entre vous qui m'ont dit: «Est-ce que tu vas faire une vidéo sur la Ferrari comme tu avais fait sur la Porsche à l'époque?» Donc oui, hein, c'est prévu, j'aimerais vraiment bien faire ça. Pour l'instant, je voudrais prendre la voiture en main, commencer à vraiment la rouler, voir un petit peu les qualités que je lui trouve, les défauts aussi, parce qu'il y a forcément des défauts. Et on fera une vidéo là-dessus sur la Ferrari avec un grand plaisir. Mais voilà, le mois de juin était fou et on va prendre le temps de faire les choses comme il faut. Ce que je voulais vous dire dans ces news, c'est qu'on fait notre promo annuelle. Donc, je l'avais annoncé dans le dernier podcast. Et là, aujourd'hui, vous allez l'entendre. Si vous écoutez le podcast le jour de sa sortie, le 14 juillet, ce qui est peu probable parce que c'est un jour férié, vous êtes sûrement en train ou de faire un barbecue ou de faire la fête et vous avez bien raison. Mais en tout cas, voilà, jusqu'à minuit ce soir, il y a moins 25% sur absolument toutes nos formations. Que ce soit les formations d'AB Investissement, les formations des Gentlemen Investisseurs, ma formation bourse, les formations Nouveau Départ avec Fabien. Les seuls, donc le code c'est juillet 25, moins 25%. Les seules 2 formations qu'on a laissées à moins 20%, c'est la formation Marchand de biens expert qui vient juste de sortir et Crypto Investor qui vient juste de sortir. Par respect pour les gens qui l'ont pris à la sortie, qui ont eu moins 20%. Voilà, on ne se voyait pas de faire moins 25 quelques semaines ou quelques mois après. Donc, il y aura 20% sur ceci avec le code juillet 20. C'est disponible jusqu'à ce soir minuit. Allez, si vous écoutez le podcast mardi ou mercredi, envoyez-moi un petit DM si jamais vous êtes passé à côté parce que c'est notre promo annuelle. Je vais être parfaitement transparent avec vous. Cette année, on voulait pas la faire. On s'est dit, est-ce que c'est pas trop commerçant, trop de toujours faire des promos, des choses comme ça? On le fait 2 fois par an. On le fait une fois au mois de juillet et une fois pour le Black Friday au mois de novembre. Et
Et c'est vrai que cette année, on a sorti Crypto Investor, on a sorti la formation Marchand de biens expert. Donc il y a quand même eu de l'actu un peu et des formations et voilà, des mails envoyés, pas mal de choses. Et le but, c'est pas non plus de vous bombarder de mails, mais là, c'est vous qui nous l'avez réclamé en disant: est-ce qu'il y aura bien la promo annuelle? J'aimerais trop de prendre la formation bourse, tonton, je voudrais me former cet été. Et moi, je le dis souvent, mais le mois de juillet, pour moi, c'était un mois que j'adorais parce que justement, je faisais mon petit marché de formation à partir de 2016, là, 2016, 2017, 2018. Et je savais que j'avais 3 semaines au mois d'août où j'allais avoir du temps pour moi, du temps pour me former. Et donc, j'étais super content quand il y avait une promo parce que moins 25%, ça se prend. Ça fait plus 25% de budget à garder pour les vacances. Et ça permet de se former. Et c'est vous qui nous l'avez réclamé. Et du coup, j'en ai très peu parlé finalement. Un petit peu, là, au moment où j'enregistre, on va rentrer dedans, donc je vais le faire en story Instagram, je vais le faire par mail, mais voilà, j'ai pas préparé de vidéo YouTube, j'ai pas préparé beaucoup de choses comme je le fais habituellement, j'ai encore le temps de le faire, mais c'est vrai que le mois a été fou. Donc voilà, pour ceux qui seraient passés à côté et qui écoutent le podcast jusqu'au 15-16 juillet, voilà, après, faut pas que ce soit n'importe quoi, mais écrivez-moi en DM et je vous arrangerai le coup, au cas où. Je voulais vous parler du mastermind Marchand de biens, donc qui a eu lieu les 26 et 27 juin dans nos bureaux pour remettre les choses dans le contexte. Et on va prendre le temps dans ces news, parce que vous le savez, il y en a toujours des fois qui me disent oui, le sujet arrive tard, mais en fait le sujet c'est tout le podcast, parce que voilà, moi j'aime bien qu'on se retrouve, j'aime bien qu'on discute une fois tous les 15 jours, faire le point sur tout ce qui se passe. Et puis il y a un côté journal de bord aussi pour moi, parce que là j'ai commencé à réécouter les anciens podcasts pour les podcasts de cet été. J'ai tout juste commencé, hein. Mais voilà, ces news me rappellent aussi comment j'étais à cette époque, où j'en étais, et m'aident à mesurer le chemin parcouru. Et je pense que vous le verrez dans le sujet de cette semaine, hein, ce qui a fait que j'ai changé de vie, c'est aussi une rencontre qui m'a percuté à un moment. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous rencontrent et qui voient comment on vit aujourd'hui et que ça percute pour la suite. Et donc, je pense que partager mon quotidien dans cette rubrique news, dans le retour sur le podcast de la dernière quinzaine, ça permet aussi de se rendre compte de ce qu'il y a dans notre tête, tout simplement, hein, que ce soit à moi, mais parfois à Ben, à Yann, à Fabien, quand on fait des podcasts ensemble, de voir un peu où on en était. Et, je trouve que c'est important. Donc, 26 et 27 juin, on avait le mastermind Marchand de biens au bureau avec Mika qui nous a rejoint, qui a animé le mastermind avec nous. Et c'était fantastique. Donc, on avait 20 participants. Dites-vous qu'on a terminé les bureaux la veille. Donc, on a juste eu le temps d'accueillir tout le monde dans la pièce qui est juste à côté de moi. Et c'était beau, c'était chouette de voir ces bureaux tout de suite prendre vie, tout de suite avec 20, presque 25 personnes, on était 23 hein, avec nous, de voir comment l'espace est investi, est-ce qu'on avait prévu assez grand, est-ce que c'est bien. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était parfait. On est très, très, très heureux de ce qu'on a fait, de pouvoir organiser les masterminds chez nous, où les gens ont pu partager avec nous, voir les voitures aussi, l'univers qu'on a voulu se créer. Vous allez voir avec le sujet de cette semaine, vivre dans sa bulle, à quel point c'est important tout ça, de montrer que c'est possible, qu'on peut se construire une vie sur mesure. Et en venant faire ce mastermind dans nos bureaux, vous en prenez la mesure et de tout ça, et j'ai trouvé ça fantastique. Donc, je remercie tous les participants qui étaient à ce mastermind parce qu'on a vraiment passé un très très bon moment. Et pour ceux qui voudraient nous rejoindre, il y a déjà un quart des places qui sont parties, mais on se retrouvera les 11 et 12 décembre dans ces bureaux pour la prochaine édition. Je voulais vous parler du mastermind Equinox qui a eu lieu la semaine dernière. Donc, Equinox, c'était notre séminaire autour du développement personnel et surtout des chevaux qui avait lieu en Auvergne. Et c'était fou. On en parlera aussi un petit peu dans ce podcast d'Equinox, mais c'était complètement dingue. Je suis vraiment émerveillé de ce qu'on a pu faire. Donc, on avait prévu 6 participants pour ce séminaire. On avait vendu 5 places. On était 5. On n'était pas tout à fait complet. Mais voilà, celui qui n'est pas venu, qui n'a pas pris sa place, il peut pas savoir ce qu'il a raté tellement le séminaire était exceptionnel. Donc, je salue tous les participants qui sont venus de quasiment toute la France pour passer cette semaine avec nous sans trop savoir à quoi s'attendre. Et j'étais accompagné d'Elo, bien entendu, et de Ambre. Et c'était une semaine centrée autour de soi, autour des émotions, autour du développement personnel, où pour une fois dans la vie, on fait une pause, on arrête de mettre sous le tapis, on soulève le tapis justement pour voir tout ce qu'on n'a pas envie de voir. Et je me suis rendu compte, je le savais déjà parce qu'avec Elo,
Je partage beaucoup avec elle autour des chevaux, mais à quel point c'était fou, à quel point les chevaux sont un miroir et nous montrent aussi ce qu'on n'a pas envie de voir et ce qu'on cache, ils nous le renvoient en pleine figure. Donc c'était une semaine hors du temps, c'était complètement fou. Je suis émerveillé des événements qu'on arrive à créer, des choses qu'on peut faire et qu'on peut vivre ensemble. Il y a 7 ans, et ça va résonner aussi avec le podcast de cette semaine. Je vais pas commencer le podcast maintenant, mais soyons patients, chaque chose en son temps. Mais je suis émerveillé de la vie que j'avais il y a 8, 7, 8, 9 ans, qui était bien, bien différente de celle d'aujourd'hui. De pouvoir en ce moment prendre du temps pour faire des événements comme ceci, où vraiment on coupe pendant une semaine, on vit au rythme des chevaux et à quel point on peut se livrer, avancer ensemble. Donc c'était juste fantastique et je sais pas si on refera Equinox, mais en tout cas, on réfléchit encore à d'autres concepts. Voilà, vous le savez, on ne recycle pas les concepts jusqu'à l'infini. Je vais vous parler de la parenthèse indépendance juste après, puisque c'est la dernière. Mais voilà, en tout cas, merci encore à nos participants. C'était fantastique. Je vous reparlerai un petit peu d'Equinox dans ce podcast. Et c'était top. Je vous parlais justement de la parenthèse. C'est la dernière. Ce sera la 8e et dernière parenthèse. Un concept qu'on va arrêter. Un concept qui est fantastique et je remercie d'ailleurs John dans ce podcast. Je te remercie mon poulet si tu m'écoutes, qui m'a envoyé un cadeau à la maison avec un message extrêmement touchant. John, il a fait la parenthèse il y a 2 ans et il m'a écrit à quel point ça avait impacté sa vie, ça l'avait changé. Et il a tout compris parce qu'il me remercie moi, il nous remercie nous, toute la team GI, Fab, Yann, Ben, Alexis. Mais surtout, il se remercie lui-même d'être passé à l'action et je me dis qu'il a tout compris. Donc, j'étais hyper touché de recevoir ce cadeau et je me dis, je mesure l'impact qu'on peut avoir quand on fait ce genre d'événement et voilà. Et en même temps, on décide de l'arrêter au top parce qu'il reste plus qu'une place pour la prochaine parenthèse qui aura lieu du 22 au 24 octobre. Il reste plus qu'une seule place, mais c'est aussi en même temps important de se renouveler et ça pour moi c'est quelque chose qui est hyper important. On le voit dans tout, c'est important de se renouveler, c'est important de renouveler ses concepts, de changer les choses. Donc, dit le mec qui a remis exactement le même décor derrière lui pour Une vie de liberté. Je vais bouger des trucs, promis. Mais voilà, mais sur Une vie de liberté, pareil, j'essaye de changer aussi de temps en temps des choses, de partager des choses différentes. Le podcast est toujours le même, ça reste un podcast, mais de changer un petit peu les sujets, les approches, les concepts. Parce que c'est important de se renouveler, c'est important de pas s'ennuyer dans ce qu'on fait. Et cette parenthèse, on l'a adorée et je sais que je vais adorer celle du mois d'octobre. Mais voilà, la fin de quelque chose, c'est aussi le début d'une autre aventure et j'ai hâte de construire un nouvel événement. On en parle déjà. Un événement où on travaillera autour du coaching parce que je me rends compte à quel point c'est impactant et c'est important. Mais voilà, quelque chose d'un petit peu différent. Je passe assez vite sur le mastermind moto du 22 au 28 septembre, Alpine Nations, où on va rouler en moto en France, en Italie, en Suisse. Il nous reste 6 places. C'est le mastermind, pour l'instant, il nous reste le plus de places. Donc voilà, si vous n'êtes pas venu, si vous avez envie de rouler en moto avec nous, rejoignez-nous, ça va être exceptionnel. Pour l'instant, on est en petit comité, du coup, on va être 12 ou 13 personnes. Donc, je sais pas si on arrivera à remplir jusqu'au bout. Pareil, un mastermind moto qui nous quittera peut-être si on le remplit un petit peu moins. Pourtant, c'est tellement beau ce road trip. C'est ce qui se rapproche pour moi le plus de ce sentiment de liberté. Donc, voilà. Rejoignez-nous, on sait jamais. Race and Business du 8 au 10 octobre, il reste une seule place. Là, ça a été un carton plein puisqu'on sera 24 en tout. C'est complètement dingue. Voilà, je ne doute pas que cette dernière place parte. Pour un séminaire qui est pour le coup le plus cher qu'on ait jamais fait parce qu'on approche des 2600 €. Mais voilà, un programme aussi qui va être exceptionnel avec du karting pour ce qui est le moins zinzin, mais aussi du pilotage rallye et du pilotage sur le circuit de vitesse d'Alès, sur des voitures de Fun Cup, des vraies voitures de course. Donc ça va être une journée complètement folle, 3 jours complètement fous du 8 au 10 octobre à Alès. Il reste une seule place. Et voilà. Et donc je voulais vous dire aussi la dernière petite chose dans ces news, c'est que les 3 prochains podcasts de cet été, peut-être les 2 ou 3 prochains podcasts, je verrai si j'en fais 2, ça sera pour le dernier de juillet, puis les 2 podcasts du mois d'août. Peut-être que je mettrai un Allô Tonton, si vous avez des questions, parce que vous avez été encore nombreux à m'envoyer quelques questions là. Donc soit on se fera un petit Allô Tonton au milieu, soit on reviendra sur
3 épisodes avec une rediffusion. Donc là, on abandonnera le format des news, du retour sur le podcast de la dernière quinzaine. On rentrera directement dans le vif du sujet avec un podcast que j'aurais choisi. Donc vous avez été déjà quelques-uns à me soumettre des podcasts que vous aviez envie de réécouter avec mon nouveau regard dessus. N'hésitez pas, franchement, à m'écrire. Il y en a qui m'ont dit remets ton premier podcast, tonton. Il y a des gens qui m'ont parlé du podcast sur la vengeance. Mon petit Quentin m'a parlé de celui-ci. J'ai Victor qui m'a parlé du podcast sur le processus. Donc voilà, n'hésitez pas. Dites-moi ceux que vous avez envie de réécouter. On en fera peut-être 2 ou 3. Et puis je vous préparerai dans ce décor, ou même peut-être en bas pour le coup, 20 minutes, une vingtaine de minutes de retour sur cet épisode. Alors bon, je parle tellement que ça sera peut-être même plus que ça. Mais voilà, et on se réécoutera juste le podcast derrière avec mon regard dessus. Je pense que ça peut être intéressant. Je ne l'ai jamais fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a plus de 50 podcasts derrière nous. C'est dingue. C'est dingue. Des fois, je me dis, bon, c'est tous les 15 jours, mais je trouve que c'est vraiment mon journal de bord, quoi. Aujourd'hui, une vie de liberté, ça fait partie de ma vie. Ça fait vraiment partie de ma vie. C'est la pierre angulaire de tout, je crois. Donc, ça sera chouette de faire ça, je pense. Et puis moi, ça me fera aussi du bien parce que ça me permettra cet été de me reposer un peu et ce sera ludique. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Et vous avez été déjà vraiment nombreux, plus d'une vingtaine, je pense, à m'écrire pour me dire quels épisodes vous avez envie de réécouter. Donc voilà, je vous invite vraiment à le faire si vous avez envie, sur Insta, sur YouTube, sous le podcast. S'il y a un épisode qui vous avait marqué à l'époque, vous voulez savoir si ma pensée elle a évolué, et ce sera le cas. Moi j'ai pensé au podcast que j'avais beaucoup aimé faire, Note pour trop tard, où je repartais un peu sur une chanson d'Orelsan. Je pense que j'aurais des choses qui auraient évolué par rapport à ce que j'avais dit dans ce podcast. Donc voilà, rien n'est immuable, et je serais ravi d'en reparler avec vous. Et je vous propose qu'on revienne sur le podcast de la dernière quinzaine, cet Allô Tonton numéro 13. Donc je vous remercie encore tous pour tous vos nombreux messages que vous m'avez envoyés, qui m'ont permis de faire 3 épisodes d'Allô Tonton finalement au lieu d'un seul, tellement vous m'avez bombardé. Et c'est des épisodes que j'aime beaucoup faire aussi. Pour moi, ça me demande un petit peu moins de travail, un petit peu moins de préparation. Et dans ce mois de juin complètement fou que j'ai traversé, je vous cache pas que ça m'a beaucoup aidé, puisque voilà, je me garde toujours le joker un jour de dire cette semaine pas de podcast, et puis voilà, pendant un mois il y en aura pas. Mais c'est aussi un rendez-vous avec moi, puis c'est aussi une façon de réfléchir constamment sur des, comment dirais-je, sur des concepts, sur des idées, de pouvoir les mettre sur le papier puis pouvoir les retranscrire. Donc c'est un exercice que vraiment je choisis de m'imposer tous les 15 jours, et je veux pas utiliser de joker. Donc parfois le Allô Tonton est vraiment bien. Et on a un message de Clément qui me dit: salut mon tonton, c'est toujours très sympa les questions-réponses des Allô Tonton. J'aime beaucoup ton organisation future, au moins c'est carré, ce qui te permet de concilier vie pro et vie perso en famille. Merci beaucoup pour ce que tu partages, c'est motivant. Au plaisir d'échanger avec toi, Clément, fidèle parmi les fidèles auditeurs d'Une vie de liberté. Merci mon petit Clément, je sais que tu es toujours fidèle au poste et aussi sur les Gentlemen Investisseurs. Ça fait longtemps que j'ai pas pris un de tes messages, et tu parles d'organisation. En parlant d'organisation, avec Fab sur Nouveau Départ, on réfléchit à vous préparer une formation sur l'organisation, parce que je me rends compte à quel point c'est la pierre angulaire de tout ce que je fais aujourd'hui. Mais voilà, ça a aussi ses limites, tu vois. Et c'est sûr que ce mois de juin, j'en ai tellement mis dans la marmite, j'en ai tellement rajouté que j'avais plus du tout de place pour l'imprévu. Et aujourd'hui, c'est des leçons que j'essaye de tirer pour l'avenir. Tu vois, aussi en supprimant des événements comme la parenthèse indépendance, peut-être pour le remplacer par d'autres choses, mais de faire de façon différente. Mais voilà, l'organisation, c'est un secret de la réussite. Après, il faut faire attention, parce que quand tu fais ce que t'aimes et que t'es complètement maître de ton emploi du temps, tu peux parfois avoir tendance à en mettre un peu trop, et parfois que ce soit dur de concilier vie pro et vie de famille. Et c'est aussi ce que je vais faire cet été, en coupant quasiment tout le mois d'août, vraiment, cette fois-ci, pour tu vois, recharger vraiment les batteries et repartir. Mais
Mais voilà, l'organisation, c'est vraiment la clé. Je suis très, très organisé. Par exemple, pour 2026, tous les événements sont déjà prévus, toutes les dates sont déjà prévues pour les gentlemen investisseurs. Je me cale aussi avec mon rythme, puisque j'ai mes enfants 1 semaine sur 2 avec les vacances scolaires pour ne jamais me faire avoir et prendre quelque chose pendant les vacances scolaires. Je suis vraiment carré sur toutes ces choses-là. Mais parfois, même en étant carré, ça te pousse parfois à charger les semaines où j'ai pas les enfants, à des fois charger d'événements, en mettant des événements tous les 15 jours. Et au final, tu te rends compte que ton day job, ton boulot quotidien que tu dois faire, moi, c'est le marchand de biens. Il y a des semaines où voilà, t'as que une journée pour visiter, et si l'agent immo peut pas, tu peux pas. Et voilà. Mais en tout cas, j'aime beaucoup cette histoire de curseur. Et tu vois, je me rends compte aujourd'hui que il faut que je remette un petit peu de souplesse dans tout ça, mais on va en parler dans ce podcast. Donc merci à toi Clément pour ton message. On va prendre un message de Lapin Vert, le genre de pseudo qui ne s'invente pas. Bonjour Tony, rien à voir. Mais je me rappelle que dans une précédente vidéo, tu disais que tu avais fait un OBO, mais tu étais passé par une banque privée. Aurais-tu des banques vers qui me renvoyer ? PS, j'adore ce que tu fais. Ta façon de parler m'apaise, continue comme ça. Bon, c'est bien. Si je commence à avoir une voix de crooner, peut-être que je vais faire des vidéos ASMR bientôt, ou alors des vidéos méditation. Je pense que ça pourrait être drôle. Enfin drôle, en tout cas je pense que ça pourrait être sympa. Mais blague à part, donc un OBO, qu'est-ce que c'est ? C'est un owner buy-out, c'est quand tu te rachètes des propres biens, des biens que tu possédais en perso par exemple, que tu les rachètes avec une de tes entreprises. Moi c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, où j'ai racheté récemment une maison que je possédais en perso, dont je ne voulais pas me dépâtir parce qu'elle est construite sur un morceau de terrain de famille. Et là, au-delà de la rentabilité de ce bien et de cette histoire, c'est vraiment une histoire sentimentale, puisque la maison n'est pas spécialement rentable. Par contre, j'avais une grosse plus-value latente dessus. Donc, je l'ai racheté avec une de mes sociétés. Et j'ai fait un montage qui est sympa. Je pense que je l'ai bien expliqué sur le podcast privé des Gentlemen Investisseurs, ça, sur un épisode. Mais l'idée est, je planche sur une nouvelle formation en ce moment. Alors, j'y planche à la cool. Ça arrivera quand ça arrivera, mais je pense que j'ai calé ça pour octobre-novembre. Je vais avoir un petit creux où j'aurai le temps de tourner, où je vais parler de ça entre autres. Ça fera partie de cette nouvelle formation, quelque chose qui a jamais été fait non plus, je pense. Puisque c'est pareil, ça va être très niché, un peu comme les secrets du Lombard. Ça s'adressera peut-être qu'à quelques personnes, enfin quelques dizaines de personnes, ou centaines sur la communauté, mais moins qu'une formation bourse, par exemple, qui s'adresse à tout le monde, puisque là, il faudra avoir un peu de patrimoine pour faire ces choses-là, mais ça sera très intéressant. Mais il me semble que je l'ai expliqué dans un des podcasts des Gentlemen Investisseurs, où voilà, j'ai fait une partie en crédit, la société qui m'a racheté le bien a fait vraiment un crédit à la banque, et l'autre partie, c'est du crédit vendeur. Je récupère du compte courant d'associé dans l'entreprise. Donc ça, tu peux le faire sous certaines conditions, il faut bien faire attention. Moi, j'ai tout fait encadrer par mon avocat en droit des sociétés, par Julien Cos. Donc voilà, ça fonctionne très très bien. Ça te permet de refinancer un bien sans te mettre un cash flow négatif, de récupérer du compte courant d'associé et de conserver un bien que tu veux conserver parce qu'il est hyper patrimonial, ou parce qu'il est rentable, ou parce que c'est un bien de famille dans tes entreprises. Et je l'ai fait à la Banque Populaire, voilà. J'ai fait 6 banques ou 7 banques, si je dis pas d'annerie, ça commence à remonter maintenant. J'ai pris 6 ou 7 refus, ce qui ne m'était pas arrivé depuis des années et des années, tout simplement parce que je m'adressais aux mauvaises banques qui ne pouvaient pas me financer ça, puisque c'est des trucs qu'elles comprennent pas. Et donc, je suis passé en banque privée avec la Banque Populaire, et là, c'est passé tout de suite. Donc voilà, pour tous ceux qui voudraient le faire, je vous conseille d'aller dans des banques privées. Ça sera quand même beaucoup plus simple pour qu'on comprenne ce que vous faites. Et on a un dernier message de Déborah. Déborah qui me dit « Bonjour tonton, j'aimerais réagir face à ton podcast sur les pires commentaires sous Legend. » Donc ça, c'était le podcast de la dernière fois, mais j'ai trouvé que le sujet était intéressant. Tu as évoqué que les travailleurs pensent qu'on facture au temps de prestation au lieu de production. Je travaille dans le domaine des RH en Belgique, je calcule les fiches de paye. Effectivement, tu as raison, mais à mon sens, cela vient aussi du management. En effet, on a tendance à valoriser un travailleur sur base de son temps de travail, 8h-17h, au lieu de son investissement et de sa performance au boulot. Alors qu'il arrive que le métier comprenne des périodes de rush et des périodes plus calmes, et pourtant, on demande toujours aux salariés de s'en tenir aux 8h-17h.
La législation, en tout cas en Belgique, n'aide pas à changer cela en tenant compte de la réalité du terrain. Cela protège aussi les travailleurs des abus, mais un peu de souplesse comme au Danemark serait une bonne idée. À bientôt et merci pour tes podcasts et conseils, Déborah. Et ça, c'est tout un poème, Déborah, tout ça, vraiment. Moi, j'avais eu le cas à l'époque avec mon entreprise de travaux publics où, à l'époque, on faisait, les gars étaient aux 35 heures, mais nous, on faisait toujours 4 heures d'heures sup. Et ils avaient toujours été d'accord avec ça. Aujourd'hui, c'est un peu vieux, je saurais plus dire comment ça avait été mis dans le règlement de la boîte, mais voilà, faire 7 heures par jour dans les TP, c'est compliqué quand les chantiers sont loin. Donc, sinon, avec les temps morts, en fait, tu passes jamais de temps au chantier. Donc, on faisait 1 heure de plus par jour, sauf le vendredi. Et on est arrivé à un moment, dans une période plus difficile, où il y avait moins de boulot. Et j'ai voulu revenir aux 35 heures pendant un moment, et il fallait l'unanimité des salariés. Et j'en avais à peu près 30 à l'époque, peut-être. Et il y a 2 salariés qui n'ont pas été d'accord. Et pourtant, je leur ai beaucoup parlé. Je leur ai dit, mais tu te rends compte que bon, peut-être que tu vas te dire que c'est pas 4 heures qui changent la face du monde, mais en tout cas, en ce moment, on a moins de boulot, faudrait moins bosser pour plus étaler le travail. Le temps que la situation aille mieux, ça peut peut-être durer 1 mois, 2 mois, 6 mois. Ils ont pas été d'accord, on a continué à 39 heures. Et ceci dit, c'est peut-être eux qui avaient raison parce que finalement, on n'a jamais fait de chômage et on a trouvé du boulot, on a réussi à passer cette période. Mais c'est dire à quel point le système en France est pas du tout souple et à quel point je veux plus jamais de salariés. Never ever. Putain, pardon pour les gros mots. Sur Une vie de liberté, je fais gaffe à pas dire de gros mots parce que je sais qu'il y en a qui écoutent le podcast dans la voiture avec les enfants. Mais mais ouais, je me suis promis de plus reprendre de salariés et c'est ce que j'aime aujourd'hui parce que on travaille avec des gens en freelance. Alors aujourd'hui, c'est Hello qui monte ses podcasts et mais voilà, c'est aussi pareil, toujours amené à évoluer dans le temps. Avant, on avait Luc qui nous faisait tous les montages et encore avant ça, on a eu Léna et voilà, on est payé à la presta. Puis surtout nous, quoi. Je veux dire, moi, j'aime pas être sur le dos des gens. J'aime faire confiance. Je suis empreint de loyauté. Et pour moi, quand on a une tâche à faire, on la fait bien. Et que la tâche, elle t'ait pris 1 heure ou 3 heures, finalement, je m'en fiche. Si tu arrives à le faire intelligemment, que tu peux faire 2 choses en même temps, moi, tant que le résultat est à la hauteur, c'est parfait. Et ça, dans les travaux publics, j'avais du mal à l'expliquer que, voilà, il y avait quand même une notion de rendement. Et comment dire? L'exemple le plus fou que j'ai de ça, c'est qu'une fois, peut-être dans les 2 dernières années avant que je quitte ce monde-là, on avait un gros bassin de rétention à faire. Pour vous imaginer, c'est des espèces de caissettes en plastique qui font des alvéoles et dans ces caissettes, il y a à peu près 5 de matière et 95 de vide. Donc ça sert à faire des bassins qui se remplissent, des bassins d'orage qui sont enterrés dans le sol. Et donc là, un vendredi matin, ils avaient fait un trou énorme, on était en retard toute la semaine pour poser ce bassin. Et ils avaient annoncé de la pluie dans le week-end, et si vous refermez pas tout ça avant, s'il pleut, voilà, les caisses, elles vont flotter. Et après, c'est une purge, c'est l'enfer, hein. C'est des jours et des jours pour tout remettre d'aplomb. Et je suis passé sur le chantier à 11 heures du matin, il y avait rien qui avait avancé, et mon gars commence à m'expliquer qu'on pourra pas fermer avant le week-end, que le soir, de toute façon, il partira à l'heure, qu'il peut pas bosser le samedi, et que c'est la merde, quoi. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé, j'ai annulé mes rendez-vous de l'après-midi, j'ai mis mes chaussures de sécurité, je me suis mis torse nu et on a commencé à empiler des caisses en disant aux gars, voilà, je vais vous donner un coup de main et on va y arriver. Et en fait, j'ai tellement mis le rythme que même mes chauffeurs de camion et mon chauffeur de pelle rigolaient. Ils disaient: «Ah, quand le chef il est là, vous regardez moins la lune, vous regardez moins le soleil. Ah là, il met du rythme, hein, là, ça vous fait tout drôle». Ils en riaient et en fait, je suis arrivé à 11 heures, je crois que je suis reparti à 13h30. Le bassin était entièrement posé, refermé avec du géotextile. Il n'y avait plus qu'à le recouvrir de terre, ce qui prend à peu près 1 heure. Et donc, ils ont dû finir une demi-heure avant l'heure prévue. Alors oui, il y avait un bonhomme de plus, il y avait moi. Mais voilà, je me suis dit, en fait, quand je viens, je leur mets le feu, ils avancent. Et je me suis rendu compte que le reste du temps, ils avançaient parfois avec le frein à main, je pense, ou en tout cas pas à fond. Et c'est impossible d'être à fond tout le temps, mais voilà, mettre un peu plus de rythme. Et donc, je préfère payer des gens aujourd'hui à la tâche, à la prestation. On estime un coût pour cette prestation qui va à tout le monde. Comme quand là, récemment, j'ai refait faire ma terrasse par un artisan. J'ai payé une prestation globale. À la fin, il m'a dit qu'il y avait mis plus de temps et que, voilà, il n'avait pas prévu autant de temps sur place. Pour autant, il m'a pas demandé un centime de plus.
Il me l'a juste dit en disant, je pensais pas y passer autant de temps. Mais voilà, c'est quelque part, entre guillemets, son problème. Il m'avait fait un devis, on s'est mis d'accord. Et c'est ça, être entrepreneur. Et effectivement, je pense que peut-être qu'en France, c'est comme en Belgique, et je sais pas comment ça se passe au Danemark, mais peut-être qu'en France, c'est comme en Belgique et que le management n'aide pas, et effectivement qu'on te demande de faire un 8h, 17h, quand c'est pas pire que ça. Moi, je me rappelle quand j'étais chez Rockwool en usine, et je rigole d'ailleurs, parce que petite anecdote, le plafond que j'ai au-dessus de ma tête, c'est du plafond de chez Rockwool, c'est le plafond que je fabriquais il y a combien de temps? Il y a presque 20 ans maintenant, dans mon premier job, il y a 18 ans, et qui valait la peau des fesses, et que j'ai réussi à avoir dans mon bureau. Donc ça, c'est vraiment cool, du vrai plafond acoustique. Donc c'est top. Mais tout ça pour dire que chez Rockwool, tu pouvais arriver à 9h, 9h30 le matin. Quand moi, j'ai toujours vu ma famille, et moi, j'ai embauché dans les travaux publics, j'étais au bureau à 6h15. Pour moi, on disait toujours la journée, elle se fait le matin. Si à midi, t'as rien foutu, ta journée, elle est fichue. T'arriveras pas à le rattraper dans l'après-midi. Et, je voyais des gens qui arrivaient à 9h30 et qui partaient 19h, 19h30, 19h45, 20h. Et moi, je m'en rappelle que quand j'ai compris ce jeu social à gerber d'arriver le plus tard possible, moi, à l'époque, l'usine, elle était à Saint-Éloi-les-Mines, pour ceux qui se rappellent, et elle était à 2 heures de mon domicile. Donc, j'avais pris un petit appart sur place, juste à côté de l'usine, et je rentrais chez moi les week-ends. Et donc, à l'époque, j'avais pas grand-chose à faire. Donc, à part taper de la muscu le soir en rentrant, j'étais tout seul, j'étais célibataire. Moi, ça me posait pas de problème de rester jusqu'à 19h30, 20h. Et donc, j'ai fait que 7 mois, hein, mais j'ai commencé à m'amuser à ça, à partir le dernier. Et si bien qu'au bout d'un mois, mon chef était venu me voir en me disant, voilà, tu restes toujours très tard le soir, ça commence à être un petit peu mal perçu par les autres. Personne n'était rien venu me dire, hein. Et c'est tellement Game of Thrones dans ces entreprises. Ça commence à être mal perçu. Écoute, si t'arrives pas à faire ton travail dans les temps, peut-être qu'il faut qu'on revoie ton poste. Mais non, moi je restais à la fin, à partir de 18h, j'étais sur les forums de muscu le soir jusqu'à 19h30. Mais voilà, j'avais pas internet chez moi, donc je restais au bureau. Et c'était drôle. C'était drôle de voir à quel point tout le monde se regarde en chien de faïence, et à quel point les horaires sont importantes plus que le travail effectif. Donc effectivement, ça aide pas. Et quand tu rentres dans le monde de l'entrepreneuriat, tu oublies toutes ces choses-là pour vraiment te concentrer sur l'essentiel. Ce qui est le rendement et qu'est-ce que tu produis, quoi. Donc merci Déborah pour ton message. Et je vous propose qu'on passe au sujet de cette quinzaine qui sera vivre dans sa bulle, un sujet qui m'a été inspiré par la vie que j'ai menée au mois de juin, par tout ce qui s'est passé et par ces nouveaux bureaux, voilà, ce nouvel arc narratif qui s'ouvre pour une vie de liberté, pour AB Investissement, pour nous, de mettre au fer le rêve de ces bureaux et de le vivre aujourd'hui, et de me rendre compte parfois à quel point je suis peut-être un peu déconnecté du reste, et à quel point c'est la plupart du temps extrêmement cool, parfois un peu bizarre aussi, mais c'est ce dont j'ai eu envie de vous parler aujourd'hui. Et pour commencer, je vais vous parler du contexte dans lequel on vit et pourquoi, à mon sens, c'est quand même cool de vivre dans une bulle, parce que le monde qui nous entoure aujourd'hui, il est parfois flippant, parfois relou. Mais entre les médias qui nous gouvernent, entre ce qu'on voit autour de nous, parfois le contexte en France, il est vraiment compliqué. Et malheureusement, dès que tu ouvres ton téléphone, si tu as encore l'appli X, si tu commets encore cette erreur, tu vas tomber. Mais même des fois avec juste tes annonces Google ou des choses comme ça, ou même pour ceux qui ont encore une télévision, d'allumer votre télévision, ça va être soit des polémiques à la con qui vont détourner des vrais sujets, parfois des infos qui sont ultra anxiogènes, des gens qui râlent de partout. Moi, je suis, je vais être transparent dans ce podcast, mais quand même bombardé par des fois des infos ciblées de posts Facebook. J'ai encore Facebook pour certains groupes, et puis mes contenus se republient sur Facebook, donc de temps en temps, je vais voir des messages ou des commentaires, et je suis ciblé par des posts. Là, le dernier, c'était la France n'a jamais compté autant de pauvres depuis 1996, qu'on a un taux de pauvreté de quasiment 15% en France. Et donc oui, effectivement, hein, on exporte des millionnaires et on importe des pauvres, donc ça peut pas se passer autrement, malheureusement. Et là, on a beaucoup de gens qui râlent dans les commentaires en manquant cruellement d'éducation financière, des gens qui sont convaincus
de vivre dans un enfer capitaliste, alors que les gouvernements qui se succèdent depuis plus de 40 ans, qu'ils soient de gauche ou de droite, il n'y en a aucun qui remet en cause cette taxation à plus de 70% sur les salariés. Je vous refais pas toute la démonstration. Ah si, on va la faire quand même. Mais un salarié qui produirait 5 000 euros de richesse, on va prendre un salarié qui gagne quand même bien sa vie. Il produit 5 000 euros de richesse. Alors il en produit déjà un peu plus parce qu'il y a une part qui revient dans l'entreprise, mais en tout cas, 5 000 euros destinés à sa rémunération. Il y a 2 500 euros, plus ou moins, un petit peu moins, mais dans ces eaux-là, qui partent pour les charges patronales, les charges salariales, pour l'URSSAF. Alors oui, on me dira, c'est de la redistribution. En attendant, c'est les impôts quand même. Et vu la redistribution qu'il y a derrière, est-ce que c'est bien équitable? Est-ce qu'on en profite bien? Quand moi je vois que pour aller chez le dentiste, j'ai attendu plus de 4 ou 5 mois. Chez le dermato, c'est quasiment 1 an. Un IRM, c'est 3 mois. Donc voilà, est-ce qu'on en profite bien? Sur les 2 500 euros qui lui restent, il va payer en moyenne 10% d'impôt sur le revenu, 250 euros. Sur les 2 250 euros qui lui restent, il va payer de la TVA, donc il va lui rester peut-être un peu plus de 1 800 euros. Donc voilà, un 1 800 pour 5 000 euros produits, on est autour de 65%, et donc plus on gagne, plus c'est élevé. Et ça fait mal, quoi. Et on a des gens qui manquent cruellement d'éducation financière et qui disent c'est à cause du capitalisme. Mais dans quel pays capitaliste on accepte de taxer même des salariés à plus de 70%? C'est complètement fou. Donc, en tout cas, entre 60 et 70%. Donc, qu'ils soient de gauche ou de droite, ou peu importe l'étiquette qu'ils se mettent, c'est avant tout des gros communistes qui vivent sur notre dos. Et les gens ne s'en rendent pas compte. Et moi, je le vois autour de moi. Je dirais pas de nom, mais il y a des politiques autour de moi, dans ma ville, qui prennent des 10 000, des 14 000, des 16 000 euros par mois, des salaires qui sont complètement déconnectés avec ceux des gens du quotidien. Et là, les députés, je crois, se sont encore augmentés il y a pas longtemps. Je crois que j'ai vu passer ça. Bon, à prendre avec des pincettes. Vous me corrigerez en commentaire. Ou les maires, je sais plus, qui sont remis 10%. On a vraiment une caste qui vit sur notre dos. Donc, voilà. Voilà pourquoi je vis dans ma bulle, et que j'évite d'en parler. Vous allez voir, ça va très bien avec le podcast. Ça va très très bien avec le podcast. Mais on a des gens qui manquent cruellement d'éducation financière, qui accusent un capitalisme qui n'existe pas, quoi. Enfin, bien sûr qu'il y a une libre économie de marché, de concurrence en France, mais sur ce que tu gagnes, sur ce que l'entreprise gagne, tu te fais ramasser. Et moi, je le vois, j'en parlais un peu tout à l'heure aussi dans le podcast, mais ce qui m'a ramené à la réalité, c'est les impôts que j'ai payés. Là, je l'ai publié en story il y a pas longtemps, parce que des fois, je sors de ma bulle quand j'en peux plus, ou quand c'est trop. Et j'ai payé quasiment 1 an de SMIC en impôts en 2 mois sur ma société holding. C'est une de mes 10 sociétés. Donc voilà, quand on paye beaucoup d'impôts, ça fait parfois mal. Et surtout quand on voit derrière le manque d'éducation financière des gens qui ont l'impression qu'ils se font pas tondre, alors que c'est eux les moutons. Et ils se font tondre toute l'année. Et pareil aussi, les discours politiques hallucinants. Je ne sais pas si vous êtes passé à côté de celui-ci. J'aurais aimé passer à côté. Je ne suis pas encore assez dans ma bulle. C'est venu jusqu'à moi de François Bayrou qui nous dit que la France est en danger de mort. Il a vraiment dit ça. La France est en danger mortel. Et c'est jusqu'à preuve du contraire, c'est eux qui sont aux commandes et qui font des budgets en déficit depuis plus de 40 ans. Donc, bien sûr qu'il faut en entendre une partie, mais il faut se fermer une partie. Tout le sujet du podcast, ce sera là-dessus. Il faut en entendre une partie pour se protéger, pour protéger son épargne, pour faire des investissements qui ne pourront pas être saisis, par exemple. Mais il faut s'en fermer parce que sinon, c'est trop anxiogène, c'est trop plombant et ça peut inhiber l'action. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut avancer malgré tout. Et on a un pays aussi qui fait fuir les millionnaires. On a vu il y a eu une publication Insta il y a pas longtemps qui ont montré les pays qui attiraient le plus de millionnaires. Donc notamment, bien entendu, les Émirats Arabes Unis, on s'en doute. Mais il y a l'Italie aussi. L'Italie qui a changé sa politique pour attirer des millionnaires. Et nous, en France, on est le 7e pays qui exporte le plus de millionnaires. Et les autres pays avec qui on partage ce top 7, c'est ou des pays en guerre, ou des pays communistes. Donc c'est vraiment, vraiment craignos. La palme étant à l'Angleterre qui, avec les décisions qu'elle a prises, a fait fuir plus de 16 500 millionnaires cette année. Et on assiste vraiment à quelque chose qui se passe en Angleterre qui est vraiment moche. Et en France, on pourrait tendre vers ça, donc il faut y faire vraiment très attention. Mais voilà, si on se ferme pas un peu, on se rend compte qu'on a un pays qui déteste les riches et qui les fustige quand ils partent.
Donc, enfin, si on les déteste, ça veut dire qu'on n'en veut pas, donc autant qu'ils partent. Mais quand ils partent, on n'est pas content. Donc, c'est moche. Et à côté, donc ça, c'est ce qu'on a dans les médias. Et à côté, on a ce qu'on a dans la vraie vie. Là, récemment, on essaie de sortir un dossier de lotissement. Et c'est d'une complexité administrative qui frise comme dans les 12 travaux d'Astérix, je crois, avec la maison qui rend fou. On est vraiment là-dedans. Et on se retrouve parfois à pousser jusqu'au bout de leur non-sens des administrations pour revenir sur des solutions qu'on proposait en première instance. Mais voilà, entre-temps, ça prend 1 an, là. On est sur un dossier de lotissement. La première fois que je l'ai découvert, c'est il y a 14 ou 15 mois. Et là, on voit que le dossier qu'on a proposé ne fonctionne pas. Donc, on va revenir sur une solution plus simple qu'on avait proposée au départ en espérant qu'elle passe. Mais on se rend compte à quel point c'est une galère pour sortir des dossiers. Là, pour vous dire, sur ce dossier-là, on nous demande de payer sur un dossier où on les fait même pas en marge, quoi. 60 000 € d'équipement public d'électricité au calme. Et la marge du lotissement est même pas de ça, quoi. Donc, c'est complètement dingue. Et à la fois, en vivant dans sa bulle, on se rend compte que c'est juste des obstacles. C'est comme un coureur qui ferait du saut de haie. Il se pose pas la question à chaque obstacle en disant « Eh merde, pourquoi ils ont foutu encore une haie sur mon 200 mètres? Il faut que je la saute. » Non, il sait que ça fait partie du deal. Il fait du 200 mètres haie. S'il voulait faire du 200 mètres classique, il ferait du 200 mètres classique où il n'y a pas d'obstacle. Nous, on sait qu'on investit en France, donc on sait qu'il y a des obstacles. Il ne faut pas s'étonner à chaque obstacle. Il faut y aller avec le sourire. Je crois que c'est Churchill qui disait être entrepreneur, c'est aller d'échec en échec en gardant avec toujours le même enthousiasme. Il y a un petit peu de ça. Mais voilà, ça demande un vrai travail PNL, un vrai travail de reprogrammation, de se dire à chaque dossier, je sais que ça fait partie du jeu, je sais que ça fait partie du deal, et ces difficultés-là font partie du processus, et je dois avancer quand même. Et voilà, ça fait partie d'un petit peu des choses qui viennent titiller la bulle que je me suis construit, qu'on s'est construit avec les gens autour de moi aussi. Mais voilà, parfois je me dis qu'en France, c'est un pays où il faut du courage juste pour rester serein. Et pour autant, je trouve qu'on s'en sort pas si mal. Et voilà, on a réussi à faire nos beaux bureaux de rêve, on a réussi à préserver ce qu'on construit, on a réussi à construire une indépendance financière qui est solide ici, malgré tout ça. Et je me dis, pour ça, il a fallu y croire et il a fallu se blinder et vivre un peu dans une bulle, justement. Parce que ça n'a pas toujours été le cas. J'ai pas toujours mené cette vie-là, ça n'a pas toujours été le cas. À une époque, je prenais vraiment tout en pleine tronche de A à Z. Et aujourd'hui, je me rends compte que j'en prends moins dans la tronche et je vis un peu dans une bulle. Même si, voilà, je le disais, certains essayent parfois de venir me la percer. Et pour ce podcast, j'ai voulu vous retracer un peu comment j'en suis arrivé là, le bonheur de ce modèle de vivre dans sa bulle, mais aussi, pour rien écarter, quelles sont les limites de ce modèle. Et donc, pour ça, je vous propose de vous ramener un petit peu en arrière, il y a 9 ans, en 2016, où je dirais que j'étais comme tout le monde, quoi, comme la masse des gens, je pense. Je bossais comme un fou. Alors, je pense pas que la masse des gens bosse comme un fou, mais en tout cas, j'étais dans ce qu'on appelle la rat race. Voilà, le métro, boulot, dodo, où tu te poses pas de questions, tu lèves pas la tête du guidon, tu travailles. Je bossais comme un fou dans ma boîte de travaux publics. Embauche le matin à 6h15, hein, j'habitais à 1 heure du boulot, donc lever 5h, départ, douche, brossage de dents, départ 5h15, petit déjeuner dans la voiture jusqu'à 6h15. Je passais ma vie à stresser. Stresser parce que j'avais peur de pas avoir assez de chantier. Stresser quand j'en avais pris parce que j'avais peur d'avoir trop de chantier, de pas pouvoir tout faire. Stresser quand il me manquait du personnel. Stressé tout le temps, en fait, hein, voilà. Tout le temps stressé. Et parfois pour des choses qui n'avaient aucun sens, des choses qui, à l'époque, me paraissaient insurmontables. Aujourd'hui, c'est des choses, je m'en rappelle même plus, en fait. C'est passé, quoi. Et je vivais dans un monde où j'ai l'impression que j'avais accepté toutes les règles. C'était ce qu'on appelle en psychologie la résignation apprise, quoi. Voilà. Je m'étais résigné et je ne le remettais plus en question. Finalement, mon job, c'était du salariat déguisé. Je m'étais créé mon propre job, mon propre boulot. Je levais pas la tête du guidon. J'étais entrepreneur, mais j'étais pas libre de mon temps, hein. J'avais moi aussi mes 4 semaines de vacances par an. Je n'arrivais même pas à en prendre 5. Je pointais tous les matins. C'était dur de prendre une journée. C'était dur de m'absenter, hormis un peu dans la journée pour faire mes visites IMO, mais jamais
sauf à la fin, j'allais me prendre une journée. D'ailleurs, c'est arrivé vraiment les dernières années après ma séparation, hein. Mais en tout cas, si on se remet début 2016, c'était pas le cas. Je bossais encore début 2015, début 2016, je bossais encore comme un fou et je prenais pas de temps. Toutes les obligations sociales d'avoir une entreprise, la performance constante à avoir, les infos toute la journée sur RMC ou sur Europe 1, les notifs, et en vrai, j'étais en train de crever à petit feu à cette époque. Et c'était vraiment très compliqué. Et c'est là que j'ai découvert ce concept qui m'a éclaté au visage de quelqu'un qui vivait dans sa bulle. Parce qu'à cette époque, c'est la personne qui m'a aidé à me lancer sur les réseaux, Rudy Koya. J'en ai pas mal parlé pour ceux qui écoutent le podcast depuis longtemps. Rudy Koya, c'est un entrepreneur, un youtubeur, un coach sportif avant tout, qui a une chaîne YouTube aujourd'hui depuis des années et des années. Rudy, moi, je l'avais rencontré en 2005 ou 2007 sur les réseaux. À l'époque où il était tout jeune, il avait 18 ans, il se lançait en tant que coach sportif. Et il m'avait suivi dans ma première sèche de muscu. Et on est toujours resté en contact avec Rudy. À l'époque des guéguerres sur les forums de muscu, on avait même eu des dissensions à un moment. Puis on s'est retrouvés. Mais c'est quelqu'un que j'ai toujours apprécié pour son intégrité et quelqu'un que j'apprécie toujours aujourd'hui. Et donc Rudy, je l'ai même revu en 2019. J'avais fait une journée chez lui pour qu'il m'aide à me lancer en podcast. C'était le seul entrepreneur du web que je connaissais dans la vraie vie. Et je lui avais dit, voilà, j'ai quitté mon entreprise de travaux publics. Aujourd'hui, je suis marchand de biens et j'aimerais trop faire des choses sur le web et j'aimerais trop lancer un podcast. Comment je m'y prends? Et là, Rudy m'avait expliqué, il m'a dit, t'achètes ce micro, tu te mets sur telle plateforme, tu fais comme ça. Il m'avait fait un plan d'action que j'ai mis quasiment 1 an à développer. Mais si j'ai réussi à être moi aussi un entrepreneur du web sur une partie de mes activités et surtout un podcasteur, hein, c'est comme ça que je m'identifie au départ. En tout cas, c'est Rudy qui m'a aidé à me lancer quand je suis allé le voir en 2019. Mais avant ça, j'étais allé le voir une toute première fois. Je l'ai rencontré dans la vraie vie en 2016. On se connaissait des réseaux depuis 2006, 2007, peut-être même 2005. Hein. Avant ça, je dirais. Même 2003 peut-être, je sais plus. On se connaissait depuis très longtemps. Avec Rudy, oui, 2003 je dirais. Et on s'est vu la première fois en 2016 puisque j'ai un de mes copains, Charles, qui est une figure dans le domaine de la muscu à l'époque et qui voulait aller voir Rudy pour faire une vidéo ensemble et on l'a accompagné avec mon pote Charles et mon pote Mathieu. On y est allé 3 jours et là, ça m'a percuté complètement. J'ai pris une claque parce que je découvre un autre monde en fait. Quelqu'un qui vit vraiment son rêve, qui vit vraiment dans sa bulle. Et le contraste entre ma vie infernale d'entrepreneur où c'était juste ingérable et la vie de rêve de Rudy, c'était complètement fou. Je me suis fait gifler en fait. Hein. Concrètement, j'ai pris une calotte. J'ai vu Rudy qui avait toujours le sourire, qui était en forme physique herculéenne, olympienne, je dirais. Il était toujours en espèce de board short hawaïen. Il faisait sa muscu le matin, il faisait ses promenades. Il s'était construit une vraie vie sur mesure. Il choisissait ses horaires. Il passait ses journées entières à faire ce qu'il aimait. Alors, petite parenthèse, c'est quelqu'un qui bosse énormément et qui a bossé énormément. Qui a construit tout son business sur YouTube autour de la muscu, du coaching sportif, mais aussi dans la vie, qui a écrit plusieurs livres, qui a aujourd'hui, je crois, 3 podcasts. C'est quelqu'un qui travaille énormément. Hein. Et aujourd'hui, je ressemble un peu à Rudy sur pas mal d'aspects là-dedans. Mais en tout cas, à cette époque, moi, de ce que j'en percevais, c'est qu'il passait ses journées à faire ce qu'il aimait. Il avait construit sa salle de muscu privée sur mesure, qu'il ouvrait au public, mais aux gens qui choisissaient. Il était en train d'acheter sa maison de rêve, hein, celle dans laquelle je suis venu en 2019, qui est une maison magnifique dans la campagne à côté d'Annecy. C'est juste incroyable. Et surtout, j'ai rencontré aussi un mec préservé, en fait, j'ai l'impression. Parce que, et j'espère que je t'offense pas, Rudy, quand je dis ça, mais j'ai l'impression que tu as toujours su garder un peu ton âme d'enfant. Enfin, Rudy a toujours gardé son âme d'enfant où j'ai l'impression que Rudy, en tout cas, il a découvert la muscu, je crois, à 14 ans et il est resté toute sa vie dans la muscu. Il est naturellement devenu coach sportif à 18 ans et il a gardé cette passion intacte, il a continué tout ça, donc il a énormément bossé. Je sais qu'à un moment, il avait tellement de coaching qu'il a frôlé le burn-out parce qu'il a fait ce qu'il aimait à outrance et on verra, hein, c'est un des points négatifs de la bulle parfois. Mais
il a jamais été vraiment abîmé par le système et il a pas vécu cette période de non-sens que tu fais quand tu fais un boulot que t'aimes pas, dans des horaires que tu choisis pas. Il avait pas été abîmé par ce système, il était resté dans sa bulle et il avait gardé un peu cette candeur d'enfant. Donc voilà, je sais qu'à un moment il a énormément travaillé, il a frôlé, le burn-out, voilà, un peu de mémoire, hein, de ce que je me souviens. Mais voilà, il s'est préservé de cette gestion de l'absurde, de ce poids inutile, de quelque chose qu'on déteste et je sais que ça m'avait énormément inspiré. Rudy, en fait, il avait construit un monde à son image et il vivait dedans, quoi. Comme comme le héros de sa propre bulle et ça m'avait retourné le cerveau. À l'époque, il avait une belle voiture, il avait une 308 RCZ-R, je me rappelle parce qu'on avait pu l'essayer et je m'étais dit: «C'est complètement dingue» et cette rencontre, elle a vraiment allumé une mèche en moi de me dire que c'est possible, qu'il y a quelque chose à faire et je me rappelle à l'époque, j'y étais allé en Z4, là-bas, j'avais ma jolie petite Z4 et je m'étais écouté en rentrant, l'album, Dans la légende des PNL et la chanson Dans la légende et il y avait cette vibe qui était, exactement celle qui m'a porté pour les années à venir, de vivre un peu hors du monde, mais vivre bien et je m'étais dit: «C'est comme ça que je veux vivre. Je veux vivre hors du monde, mais vivre bien» et heu et donc ça m'a porté et vraiment l'été après, j'ai découvert le livre How I Found Freedom in an Unfree World d'Harry Browne, qui est juste derrière moi, un des bouquins qui est derrière ma tête et heu et là j'ai pris mon eau de calotte, ça a été, vraiment un choc, une bombe où, Harry Browne t'apprend que la liberté, c'est pas de changer le monde qui t'entoure, c'est de changer ta propre carte du monde et changer ta perception sur le monde qui t'entoure pour trouver ta liberté. Et que finalement, bien sûr, il y a des pays où c'est plus facile que d'autres, hein, et la France, je pense qu'on est en mode, hard quand on joue. C'est comme dans les jeux vidéo quand on joue à Doom en mode, nightmare quoi, où c'est le plus compliqué. Il y a des avantages, hein, en France, notamment l'accès au crédit, qui nous permet vraiment d'aller plus loin. Mais il y a aussi beaucoup de désavantages, notamment une imposition qui est extrêmement lourde, qu'on a vécue cette année dans toute sa lourdeur et qui fait bien mal. Mais en tout cas, Harry Browne m'a donné de l'espoir parce que ce livre, c'était finalement de la pure PNL, quoi. Comment voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide et qu'en changeant sa perception sur le monde qui nous entoure, on peut arriver à trouver de la liberté dans un monde qui n'est pas libre. Vraiment, ce que je me suis dit à cette époque, c'est: tu veux être libre? Eh ben, cesse d'attendre que les autres te libèrent et prends toi-même ta liberté. Et donc, j'ai décidé, à cette époque, de vivre un jour dans ma bulle à mon tour. Et c'est à partir de c'est ce jour-là que j'ai pris vraiment cette décision claire. C'était en 2016, été 2016, je vais créer ma bulle, un environnement où je subis plus et je choisis. Je choisis ce qui se passe. Donc, j'avais pas les mêmes outils que j'ai aujourd'hui à cette époque-là. C'est là où j'ai rencontré ma première coach PNL, mais j'ai posé toutes les bases à cette époque. Et voilà à peu près ce que j'ai construit. L'idée, c'était de me ménager au maximum pour m'éviter du stress. Vraiment, à cette époque-là, j'avais déjà tapé 2 burn-out, un en 2012, un en 2016, juste avant d'aller chez Rudy. Je me rappelle, à sa salle, il m'avait donné des conseils pour m'entraîner en préservant mon cou, parce que j'avais eu les hernies cervicales. Je revenais vraiment de loin et je m'étais dit, dans ma nouvelle vie, dans la bulle que je veux construire, je vais me ménager au maximum pour m'éviter du stress. C'est pour ça que j'ai mis mes biens en gestion locative. C'est pour ça que j'ai fait de la bourse. C'est pour ça que j'ai arbitré des biens IMO. C'est pour ça que j'ai choisi le marchand de biens, quelque chose que je maîtrisais, pour vraiment évoluer dans une sorte de zone de confort, élargir ma bulle, hein, ma zone de confort, mais être dedans pour m'éviter du stress. Bien entendu, plus de management direct ou indirect, pas de salariés, plus de salariés et surtout pas de salariat. J'en parlais encore avec Ben il y a pas longtemps, à quel point on est aujourd'hui inemployable. Je ne pourrais pas, dans le monde dans lequel je vis, aller au même endroit tous les jours, obéir à quelqu'un, c'est impossible. Donc, dans ma nouvelle vie, je voulais surtout pas de salariat, ça c'était hors de question, et surtout pas de salarié, de plus avoir de lien de subordination sur quelqu'un, de management direct ou indirect de quelqu'un que je dois materner. Désolé pour les salariés, mais voilà, je sais que j'ai une vision négative de la chose, mais elle est basée sur 20 ans d'expérience.
et de retour sur la vraie vie. Comme les gens sur des commentaires il y a pas longtemps quand je suis sorti de ma bulle à défaut et où les gens me disaient 70% d'imposition, dans quel monde vis-tu? Dans un monde où j'ai payé plusieurs dizaines de milliers d'impôts en 2 mois, hein, tout simplement. Voilà. Mais donc à cette époque, je me disais, je veux plus de management direct ou indirect, je veux des collaborateurs. Donc aujourd'hui, même dans l'univers du podcast, les gens qui montent les podcasts, donc là c'est Hello en l'occurrence, mais qui est en train de lâcher aussi petit à petit et on passe aussi avec des nouvelles personnes. C'est pareil, hein, c'est pas des salariés, c'est des gens qui sont en freelance. Mon notaire, c'est un collaborateur aujourd'hui. Mon géomètre, c'est un collaborateur. Les agents IMO avec qui on est, c'est des collaborateurs. Je veux pas de salariés, pas de pour pas avoir ce lien de subordination et attendre, comme on le disait dans le message avec Déborah, des résultats plutôt que des horaires à faire ici en tout cas. Ça m'a demandé, et là attention, on attaque dans les choses clivantes, mais de se couper de la moyenne et d'élever ses standards au maximum. C'est à cette époque-là que j'ai coupé ma radio dans la voiture pour ne plus entendre les plaintes des gens lambda et ça demande vraiment de se couper de la moyenne des gens qui vont te dire que c'est pas possible. Et moi à cette époque, ça allait me demander à terme de me couper de mes salariés parce que au quotidien, je côtoyais peut-être 30 personnes sur les 35 qui me disaient que la vie était dure, que tout était impossible, qu'on pouvait pas s'émanciper, qu'on pouvait pas. Et là, ça va vous demander dans votre entourage, si vous êtes entouré de gens comme ça, dans votre famille, dans vos amis, dans vos collègues de travail, de vous couper de tout ça. Moi, en tout cas, ça m'a demandé de vraiment me couper. Alors, au début, c'était pas physiquement, mais me couper les oreilles de tout ça. Et après, avec le temps, d'élever un peu mes standards et de me couper c'est horrible ce que je dis, j'ai l'impression, mais c'est la vérité pourtant, de gens moyens, en fait, hein, qui vous tirent pas vers le haut. Ça veut pas dire que toutes vos interactions sociales, elles sont synonymes de rentabilité. J'ai plein de potes avec qui je parle pas d'investissement ni de rien, mais c'est pas non plus des potes qui, quand je les vois, me pompent mon énergie et passent mon temps à me plomber et à me dire que tout est impossible. Aujourd'hui, j'ai plus de gens comme ça dans mon entourage. J'en ai pas envie, quoi. J'ai envie quand je suis avec des potes, de partager des bons moments et ou de partager du sport ou partager des belles soirées. Mais voilà, on est là les uns pour les autres s'il y a des difficultés. On cherche des solutions, mais voilà, qu'on soit pas juste à se retrouver pour se plaindre et pleurer tous ensemble, quoi. Aujourd'hui, c'est des choses qui m'arrivent plus. Avec le temps, je me rends compte aussi dans ma bulle que j'ai réduit au strict minimum mes échanges clients pour tout ce qui est difficile. En marchand de biens, on a refait quelques visites, c'est surtout Ben qui s'en est occupé parce que voilà, les marges se réduisaient, donc on a gratté un peu surtout parfois sur les OP qu'on a trouvés nous, on les a plus donnés à des agents IMO, on les a fait nous-mêmes, fait les visites. Mais en tout cas aujourd'hui, c'est plus des choses qu'on fait, on fait faire vraiment les visites par des agents immobiliers. Je me rends compte qu'on s'est réduit au strict minimum tous les échanges clients pour ce qui est chronophage en tout cas. Et parfois difficile. Et souvent, on découvre nos acquéreurs chez le notaire. Et moi, j'ai privilégié tous mes échanges pour les choses positives. Et typiquement, les échanges avec vous, avec la communauté. Parce que je sais que c'est bienveillant, je sais qu'on avance ensemble, je sais que c'est constructif. Et donc, j'ai limité tout ce qui pourrait être pas constructif et privilégié tout ce qui est constructif. J'ai coupé ma télévision, bien entendu. J'ai coupé Twitter à l'époque, coupé X, coupé tout ce qui peut être négatif, même si parfois ça vient à moi et c'est chiant. Ou des fois des potes qui vont m'envoyer des trucs. Et j'essaye vraiment de me préserver de ça. On le verra tout à l'heure, hein, il faut parfois en écouter un petit peu pour se rendre compte, prendre la température, mais pas H24. Un autre truc que j'ai coupé H24, c'est mon téléphone. Et ça, c'est vraiment quelque chose quand je côtoie les gens qui les étonnent, mais je suis quelqu'un d'injoignable. Et au début, ça a été difficile parce que dans mon ancienne vie des travaux publics, on pouvait m'appeler tout le temps. J'avais, je crois, presque une vingtaine d'heures d'appels sortant de mon téléphone et quasiment autant d'appels entrants. Donc 40 heures par semaine au téléphone, 1 heure par jour. Aujourd'hui, jamais de la vie, en temps travaillé, 2 heures par jour, vu qu'on bosse 20 jours par mois. Allez, si on enlève les communications perso. Mais à cette époque, j'en passais très peu tellement le téléphone me sortait par les oreilles. Donc,
c'était assez fou, quoi. 2 heures d'appel par jour. Aujourd'hui, ça ne m'arrive jamais. Je déteste le téléphone. Je déteste la sonnerie du téléphone. C'est un truc qui m'a rendu fou pendant tellement d'années et c'est aussi une perte de temps. Donc, je suis toujours en ne pas déranger. Les seules personnes qui peuvent passer le ne pas déranger, c'est ma compagne, mes enfants, mes associés et je suis même pas sûr, mes parents, je suis même pas sûr. Mais comme je suis quand même beaucoup sur mon téléphone avec Insta, avec tout le reste, je sais que si j'ai un appel en absence, je vais le voir dans, aller à la rigueur, les 20 minutes qui arrivent ou l'heure qui arrive. Mais là, quand on fait ces podcasts, mon téléphone est coupé, hein. Si quelqu'un essaye de m'appeler, pendant 2 heures que j'y consacre, on peut pas m'appeler. Et j'en survis. Donc, l'idée, c'est de faire la même chose. Et voilà, mon téléphone est tout le temps coupé. J'ai même pas de sonnerie, il est ni en silencieux ni en vibreur, c'est juste impossible de m'appeler et ça m'a permis de vivre dans ma bulle et de pas être dérangé quand je fais des activités créatives. Ça m'a énormément aidé à vivre serein et libre et ça peut vous paraître fou, mais en fait les gens aujourd'hui le savent et la plupart des gens m'envoient des SMS aujourd'hui en me demandant si est-ce que tu es joignable, est-ce que je peux t'appeler, à quelle heure on s'appelle. Ils savent et ça m'empêche pas de faire du business, ça m'empêche pas de faire des affaires. Je communique beaucoup plus par SMS du coup, par WhatsApp et ça m'a préservé mon temps à un degré le plus fou. C'est peut-être le premier conseil à retenir de ce podcast, je crois. C'est ce qui m'a permis le plus de vivre dans ma bulle, je dirais. Une autre astuce, c'est de vous trouver des associés qui vivent eux aussi dans leur bulle. Ça aide bien. Moi, quand je prends Ben, quand je prends Yann, quand je prends Fabien, c'est quand même des gens qui vivent aussi dans leur bulle. Et voilà, je me suis entouré de gens qui vivaient déjà aussi dans leur bulle et on s'est créé un peu un monde parallèle quelque part. Et des fois, je me dis que parfois nos bulles, elles se rencontrent et on fusionne nos morceaux de bulles avec d'autres. Et c'est ce qu'on a fait avec Ben, avec Yann, avec Fabien, avec Hello. On se crée un petit multivers aligné. C'est ce qu'on a fait à Race and Business, à la parenthèse indépendance, à Equinox. Et on peut vraiment se construire des choses qui sont inédites, auxquelles on n'aurait pas pensé. Et ça, c'est fantastique. Et des gens qui vivent dans leur bulle, c'est des gens passionnés. Donc, c'est tellement agréable d'être entouré de gens passionnés. Et si toi, tu veux faire de même, Internet est ton ami. Ne l'oublie pas. Moi, beaucoup de mes meilleurs amis, Charles et Mathieu, je les ai rencontrés sur Internet au départ. Yann, on s'est rencontrés sur Instagram. Voilà, et pour prendre des exemples d'Internet. Et ça te permet vraiment de te construire un entourage sur mesure, même un entourage virtuel avec des podcasteurs, pourquoi pas. Mais Internet, c'est vraiment ton ami. Si tu as envie de trouver des gens qui te ressemblent, il n'y a pas si longtemps, j'avais pris cet exemple en disant que si il y a 20 ans, tu étais un gothique dans un petit village du Périgord de 300 habitants où tu écoutais tout ce qui passe au Hellfest et tu étais habillé en gothique, tu allais passer pour le weirdos du village. Et aujourd'hui, avec Internet, tu peux te trouver des amis dans toute la France qui partagent ta passion de la musique et te vêtir en gothique, vous rencontrer, faire une chaîne YouTube, un podcast, faire tous les festivals ou les festivals, pardon, je sais plus comment on dit, de la France et de la Navarre et même de l'étranger et te trouver des gens qui te ressemblent et vivre ta passion et ne plus être un extraterrestre. Et ça, c'est fantastique. Et Internet te permet vraiment de vivre dans ta bulle. Et je me rends compte que finalement, avec le temps, avec toutes ces petites choses que je vous ai partagées, c'est toutes les premières choses que j'ai mis en place. Puis après, j'ai quitté mon job, bien entendu, je suis devenu marchand de biens, puis je me suis lancé sur le web. Et avec le temps, je vois que j'ai levé tous ces verrous mentaux que j'avais. Et là, l'accompagnement PNL m'a énormément aidé aussi. Mais sur mon mode de vie, sur les bureaux que j'ai fait ici, les voitures qu'on a, qui fait ça? Qui se fait des bureaux showroom de bagnoles? Personne. Et finalement, je me suis dit, mais moi, si ça me fait kiffer, en fait, je me le fais. C'est un rêve d'enfant. Je me rappelle quand j'étais gamin, j'avais vu Taxi 1, où il vivait avec sa bagnole. Je me dis, mais c'est incroyable, je veux la même chose. Ou le QG de Fast and Furious 5, où il pète le coffre-fort au milieu des voitures. Je voulais la même chose, je l'ai fait, quoi. Et je suis marchand de biens, et alors, et après. Et, mais aussi sur les vacances, sur les horaires, sur tout ça, finalement. Si j'ai envie d'y aller un matin à 8h ou à 7h du matin et une autre journée de pas du tout y aller, aujourd'hui, dans mon passé, c'était impossible de faire ça. Fallait que je prévienne 15 personnes. Fallait surtout que mentalement, je me prépare et que je me dise que j'y ai le droit. Aujourd'hui, je fais juste ce que je veux. Et l'idée, c'est de plus mettre de limites et de construire cette vie sur mesure. Et je me dis, quand je vois les bureaux, c'en est le symbole un peu de ce délire qu'on s'est fait. Je me dis qu'il fallait quand même oser et que le Tony de 2016 aurait jamais osé ça.
Et l'idée, quand on veut vivre dans sa bulle, pour paraphraser Don Miguel Ruiz, l'auteur des 4 accords Toltec, c'est de refuser de croire à ce rêve commun, que c'est impossible de vivre une vie choisie, qu'il y a des choses qui ne se font pas. Et c'est de se dire, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire, comment je veux construire ma vie. Et je fais une petite parenthèse, mais c'est valable aussi pour les renégociations de biens immo sous compromis. Combien de fois on m'a dit, c'est pas possible de renégocier sous compromis. Ça fait déjà 2 fois qu'on le fait avec succès, on va le faire une 3e fois, c'est ce qu'on a appris au mastermind Esprit Marchand de Biens. C'est une des présentations qu'on a partagées, et moi je vis dans un monde où c'est possible, où je donne du sens, et où en fait même les gens sont contents au final, parce que ça a fait avancer les dossiers. Donc, oui, je vis dans un monde où ça c'est possible. Et je trouve que le plus beau dans tout ça, de vivre dans sa bulle, c'est que quelque part, un peu comme Rudy, où j'ai trouvé que Rudy Koya, ce qu'il avait jamais perdu, c'était cette âme d'enfant. Il est toujours joueur, il est toujours dans la déconnade. Alors quand on passe du temps avec Rudy, il faut pas être susceptible, parce que voilà, la première fois qu'on s'est revu en 2019, on s'était pas vu depuis 2016, et oui, j'avais grossi. La première fois, c'est qu'il m'a regardé comme comme un maquignon, là, comme les négociants qui négocient les vaches, et il m'a tâté les poignées d'amour, et il m'a dit, dis donc, toi, ils sont bons les kebabs. Et voilà, faut savoir rigoler avec Rudy, mais justement, il y a jamais rien de méchant, et il a toujours cette âme d'enfant, j'ai trouvé. Et j'espère que tu valideras, Rudy, si tu écoutes ce podcast aussi, on te le rapporte à tes oreilles que je parle de toi. C'est vraiment avec une grande bienveillance, parce que, un peu comme Rudy, un peu comme toi, Rudy, j'ai l'impression que j'ai reconnecté avec mon moi d'enfant ces dernières années, depuis que je vis dans ma bulle, depuis ces 6 ans dans ma vie qui ont tout changé, où le matin, je vais au CrossFit, je fais du sport, et je retrouve la joie parfois d'un enfant. Là-bas, j'ai fait du parapente, qui était un rêve d'enfant. La semaine dernière, on a fait le mastermind Equinox. J'ai fait du galop à cheval, et j'ai eu des émotions qui ont été. La sensation est différente du parapente, mais j'ai eu les mêmes émotions qu'au parapente. C'est la première fois que je faisais du galop, et j'ai trouvé que ça complètement dingue. Et j'ai compris pourquoi l'emblème de Porsche c'était un cheval, et pourquoi l'emblème de Ferrari c'était un cheval. Parce que le cheval, il a le moteur à l'arrière, et quand ça pousse au galop, c'est juste dingue. J'étais sur un cheval qui s'appelait Huguenot, un trotteur, c'est la sensation a été folle, et les émotions que ça m'a procuré m'ont mis comme au parapente les larmes aux yeux. Et oui, c'était tellement fou. Et j'ai l'impression de me dire, tu te rends compte que tu arrives à t'offrir ces moments-là dans ta vie, et à emmener d'autres gens avec toi, à les impacter. C'est complètement fou, et de retrouver cette âme d'enfant. Et pareil, cette âme d'enfant, quand on est petit, on se dit toujours un jour j'aurai une Ferrari. C'est un rêve que j'ai pu réaliser. Et quand je la conduis, là j'ai emmené mes 2 enfants il y a pas longtemps, on a vraiment trop kiffé. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je fais tout ce que j'aime faire avant qu'on m'explique quand j'étais petit que tout ça c'était pas sérieux. Et je pense que ça aussi, c'est pour ça qu'avoir une enfance heureuse, c'est aussi important. Dans la vie d'un homme ou d'une femme, les gens qui ont eu une enfance heureuse, je pense qu'ils partent avec un vrai avantage dans la vie, parce que j'ai l'impression qu'on passe le reste de sa vie à rechercher ça, cette insouciance. Pour certains, c'est dans le rétro gaming, par exemple. Pour d'autres, ça va être dans le vélo. Je le vois pour Alain, qui nous a organisé le Mastermind Equinox, qui nous a prêté les chevaux. C'est dans le cheval. Alain, c'est quelqu'un qui vit complètement dans sa bulle. Il a des tatouages d'aigle, des tatouages d'indiens sur les bras, et il est dans le Puy-de-Dôme. Et il n'est pas dans le Grand Ouest américain, mais il vit dans sa bulle, et il est passionnant. Et c'est fantastique de rencontrer des gens comme ça. Moi, ça m'inspire beaucoup. Et moi qui vis dans ma bulle aussi, quand nos bulles se croisent, ça fait des choses qui sont exceptionnelles. Et j'ai l'impression qu'on recherche aussi beaucoup ça, à retrouver des choses qu'on aimait quand on était enfant, toute sa vie d'adulte. C'est souvent les sensations que j'ai l'impression que je suis en train de rechercher. Et puis se dire aussi, quand on veut vivre dans sa bulle, se rappeler que le bonheur est maintenant. Et c'est un peu la sensation que j'ai eue quand j'étais en galop à cheval. Je me suis vraiment dit, comme au parapente, qu'il y a des choses qui s'achètent pas. Et ne pas toujours se dire, je serai heureux quand j'aurai 10 000 euros de cash flow, je serai heureux quand j'aurai fait mon premier million, je serai heureux quand je me serai acheté les beaux bureaux. Non, le bonheur, il est maintenant. Et s'il n'est pas là maintenant, il sera jamais là. Parce que sinon, on sera toujours dans le toujours plus, finalement. Et toujours plus, c'est pas toujours mieux.
Donc, voilà ce que je voulais vous dire là-dessus sur comment je l'ai construit. Et aujourd'hui, ma bulle, comment elle fonctionne, cette bulle? Ben, j'ai l'impression que c'est pas un bunker, hein, c'est pas quelque chose qui est où je me ferme complètement du monde extérieur. C'est plutôt un jardin mental que je cultive, où j'enlève un peu les mauvaises herbes. C'est vraiment un filtre quelque part et je décide ce qui entre. Je décide des infos que je veux laisser rentrer dans ma bulle, je décide des personnes que je choisis de laisser rentrer dans ma bulle et finalement, je décide de ma perception du monde et donc finalement des émotions que je vais cultiver, qui vont que je vais ressentir finalement. Puisque, rappelez-vous, hein, les émotions qu'on ressent ne dépendent pas directement de la situation, mais de la perception qu'on a de cette situation et donc aussi de la perception du pays dans lequel on vit. Et j'ai l'impression que dans cette bulle, ben, je suis plus performant, forcément, parce que, ben, voilà, rien que mon téléphone, hein, quand je me suis coupé de tout, j'ai plus de temps. Là, sur ces podcasts, je suis à 100%. Je suis plus créatif, j'ai moins de charge mentale qui vient me prendre la tête parce que je délègue finalement beaucoup à des gens qui sont responsables, à des agents IMO, à des notaires, à des géomètres. Je dors mieux et le sommeil est un sujet chez moi aussi parce que voilà, j'ai la tête qui tourne souvent à 100 à l'heure, donc je dors mieux, je pense mieux et je crois que le plus important, c'est que je suis plus heureux tout simplement et ça, c'est le plus important. Mais parfois, il y a des critiques. On va recevoir des critiques de gens qui vont te dire: «Bah, ouais, mais toi, tu es dans ta bulle, toi, tu vis dans ton monde» et on me le sort souvent cette phrase avec des fois un petit sourire en coin en disant: «Ouais, mais soit c'est ouais, mais toi, t'es tout le temps perché, toi, t'es tout le temps dans ta bulle» ou alors: «Oui, mais toi, t'as de la chance parce que tu vis dans ta bulle, tu vis dans ton monde», comme si c'était tombé du ciel et voilà et cette bulle, je me la suis construite et la bonne nouvelle, c'est que vous aussi, vous pouvez vous la construire, même en étant dans un travail salarié, même en étant sur le chemin. Moi, je l'ai construit sur le chemin, cette bulle et finalement, je l'ai construit brique par brique en mettant des limites. Ce genre de bulle, on la construit pas en disant oui à tout, mais plutôt en disant non et ça aussi, c'est une des choses les plus importantes de la PNL, apprendre à dire non, hein. Comment on augmente notre confiance en soi en PNL? C'est en faisant l'exercice des victoires et en faisant l'exercice des non et une bulle comme ça se construit en disant non à plein de choses et c'est pas au final, c'est pas un privilège, c'est vraiment c'est des choix, c'est vraiment des choix radicaux et heu et souvent cette critique quand je la prends, c'est pas vraiment une critique, c'est plus une envie mal déguisée souvent. On le voit, hein, moi quand on me critique d'être dans ma bulle, souvent c'est pas qu'une critique, c'est secrètement une envie de faire la même chose et c'est là où justement, ben, il faut développer un peu ce mix de confiance en soi et de bienveillance. Moi, je pense que la bulle, elle m'a rendu bien plus bienveillant pour des gens qui n'ont pas, entre guillemets, encore une fois, cette chance de vivre dans une bulle et qui prennent tout en pleine face. Et souvent, je suis bienveillant et je tends la main en disant, mais tu sais que ça peut changer, hein. T'es pas obligé de faire tout ce que tu fais. Tu peux choisir de faire autrement. Tu peux choisir de te couper de certaines choses pour toi aussi vivre dans ta bulle. Mais voilà, vivre dans sa bulle, ça a aussi des limites, et on va voir ensemble quelles sont un peu les limites justement de ça, de vivre dans une bulle parce que quand on vit dans sa bulle, tout n'est pas rose non plus. Moi, je le vois, ma bulle, elle me protège des agressions extérieures, mais la surface est quand même, poreuse et parfois le réel te rattrape et là, cette année, le réel m'a vraiment rattrapé parce qu'on s'est fait défoncer littéralement par les impôts sur toutes les boîtes et comme on est dans une logique où, on réinvestit vraiment ce qu'on gagne. Bah, voilà, la trésor était beaucoup réinvestie, que ce soit dans des OP de marchand de biens, dans des ETF, dans de la crypto et voilà, je savais qu'on avait gagné de l'argent et que ça s'était bien passé, mais je m'attendais pas à me faire défoncer autant et là, bah, oui, ça te sort de ta bulle parfois avec violence où ça peut te ramener de la rage contre le pays, de la rage contre la façon dont c'est dépensé, un sentiment d'injustice de te faire dépouiller à ce point. Donc, bah, oui, parfois le réel te rattrape quand même. Mais j'ai envie de te dire que la chance sourit quand même aussi aux audacieux et on est le pays de la niche fiscale et récemment, Maître Cos a trouvé une niche fiscale du démon, qui peut s'appliquer aux marchands de biens, qu'on va exploiter. Pour l'instant, j'en parle pas parce que j'attends de voir vraiment comment ça fonctionne avant de parler des choses, mais vraiment, quelque chose d'extrêmement carré avec un rescrit des impôts et qui peut fonctionner. Donc il y a toujours des solutions, on se rend compte. Quand on vit dans sa bulle et quand on se dit que,
on veut choisir de faire différemment, on s'entoure des bonnes personnes et on trouve toujours des solutions. Donc ça, c'est le côté positif de cette bulle. Et finalement, vivre dans sa bulle, c'est pas être complètement coupé du monde extérieur, c'est je filtre ce que je laisse rentrer et du coup, voilà, quand il y a des choses qui rentrent en force, je m'adapte, je vois comment on peut faire. Finalement, on trouve des solutions et j'ai l'impression que ça renforce encore ma bulle. Et par contre, il y a 2 côtés négatifs que je vois, c'est que, quand on fait uniquement ce qu'on aime, comme ce que je fais aujourd'hui, hein, vraiment à 95 sauf peut-être ma demi ou ma journée d'administratif qui me gonfle, je fais ce que j'aime quasiment la plupart du temps. Et quand on fait vraiment ce qu'on aime, on peut le faire beaucoup, parfois jusqu'à l'épuisement, sans se mettre de limites. Et c'est ce qui s'est passé pour moi, je pense, au mois de juin, malgré tout, où là où je suis très très heureux, c'est que j'ai passé mon mois de juin en compétences conscientes, pour ceux qui ont fait la formation Vivre enfin libre en PNL, qui voient exactement ce que je veux dire, ou qui écoutent le podcast Nouveau Départ. C'est-à-dire que on sait que la fatigue, c'est notre plus grand ennemi quand sur notre discernement, sur notre lecture des émotions. Et je voulais vraiment vivre ce mois pleinement pour tous nos participants, que ce soit pour le Mastermind Surf, pour le Mastermind Nouveau Départ, pour le Mastermind Marchand de Biens ou pour le Mastermind Equinox. Je voulais être parfaitement avec les gens. Mais je vis pas dans une bulle non plus, même si j'ai envie de vivre dans une bulle. Enfin, en tout cas, je vis pas dans une bulle complètement imperméable. Et j'ai eu autour de moi des imprévus, plein de choses. Et donc j'ai dû les traiter vraiment en me disant, ok, quelle est la situation, qu'est-ce que je ressens, comment je peux faire autrement. Et j'ai traversé ce mois-là sans en souffrir, même si c'était pas agréable parce qu'il y avait beaucoup de choses. Et c'est ce que je me rends compte, hein, voilà, quand on vit dans sa bulle, pour le coup, je vis quand même un peu, enfin, je vis dans une bulle. Quand je dis je vis pas dans une bulle, c'est qu'il y a des agressions extérieures qui peuvent arriver. Et là, il y a eu vraiment quand je dis des agressions, c'est plutôt des imprévus, notamment sur les bureaux, hein. Il y a eu des imprévus, qu'il a fallu gérer et où là, pour le coup, faut vraiment agir sur le monde réel et parfois agir avec fermeté, dirons-nous, mais en tout cas, ça s'est fait. Mais tout ça pour dire en tout cas que quand on fait ce qu'on aime, on peut le faire parfois jusqu'à l'épuisement, sans se mettre de limites. Et moi, une de mes caractéristiques, c'est que je ne ressens pas beaucoup la fatigue jusqu'à ce que je m'effondre. C'est un peu le propre des mecs qui ont fait 2 burn-out, c'est que je suis tellement passionné que je vais rajouter. Et un jour, je fatigue, je m'épuise et je le vois pas venir. Donc aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'écoute et c'est pour ça que je sens que cet été, justement, j'ai besoin de calme, j'ai besoin de temps parce que voilà, même jusqu'à la fin de l'année, on a encore des masterminds qui arrivent, on a encore pas mal de choses et faudra être en forme. Mais c'est une des limites de vivre dans sa bulle, c'est que parfois, comme tout nous passionne, quand on fait ce qu'on aime, on peut en rajouter beaucoup. Et Rudy l'a expérimenté aussi avec ses coachings à une période où il est allé jusqu'à ce qu'il n'y ait plus beaucoup de sens. Il a travaillé énormément. C'est aussi ce que, voilà, dans une vraiment moindre mesure, je suis pas loin d'être passé jusque-là. Donc, pour l'année prochaine, c'est là aussi où je fais attention. C'est pour ça qu'on a arrêté des événements. C'est de se garder vraiment du temps libre, voilà, et de pas trop en rajouter, même quand on vit dans sa bulle. Et que parfois la dernière chose que je dirais qui est une des limites, c'est que parfois on peut être un peu déconnecté et avoir un petit peu une forme de déconnexion par rapport aux autres. Et je me rends compte parfois que je me rends peut-être plus compte de comment les gens normaux vivent. Si moi, quand on me propose une semaine de vacances, par défaut, c'est oui, quoi, ou quelque chose d'inédit que j'ai pas fait, par défaut, c'est oui. Jamais je regarde si je vais demander la permission à quelqu'un. Pour en tout cas du travail, je sais pas, si on me dit viens, on fait une semaine parapente au mois d'octobre, ouais, carrément. Je vais regarder si j'ai pas un événement, pour les gens normaux, ils ont des vacances, ils doivent les demander. Et il y a des fois où on se rend plus trop compte de ça, je pense, et on peut parfois donner le sentiment de quelqu'un de complètement déconnecté. Mais c'est le prix à payer aussi pour se préserver, je pense. Parce que je crois que malgré tout ça, vivre dans sa bulle, ça reste le meilleur choix en 2025 et aussi en 2026, je pense, et pour les années qui arrivent. Parce que je le dis vraiment sans hésiter, pour moi, c'est la plus belle des vies, vraiment. Et j'espère le vivre le plus longtemps possible, préservé, dans ma bulle. Parce que ma bulle, c'est ma responsabilité. Je l'ai toujours dit, hein, liberté, ça rime pas avec sécurité, même si
Même si oui, ça rime, je sais. Mais pour moi, liberté, ça rime avec responsabilité. Et justement, ma bulle, c'est mon espace de liberté. C'est un peu ce monde que j'ai construit pour être pleinement moi, sans compromis. Et une vie de liberté, ce podcast en fait partie. Je peux dire tout ce que je veux dans mon bureau. Et voilà, il y a des gens à qui ça va plaire, des gens à qui ça va pas plaire. Mais en tout cas, c'est mon podcast, c'est mon univers. Et j'ai l'impression que même si le monde extérieur devient de plus en plus dur, que ce soit notre pays malheureusement, hein, avec les derniers discours qu'on a eus, moi j'ai l'impression que malgré tout, je tiendrai, je serai là serein à pouvoir faire mon sport, à pouvoir monter à cheval, à pouvoir créer, à pouvoir faire des visites en marchant de bien et à garder vraiment cet espoir et aussi, j'espère, à vous inspirer et à aimer ma vie. Et ma bulle, je l'ai dit, elle est poreuse et si un jour ça devient trop difficile et que cette bulle que j'ai construite, elle est soumise à trop rude épreuve, c'est une bulle, hein, ça vole, hein, je la déplacerai ailleurs, au gré du vent. Et je vous l'ai dit, voilà, sa paroi, elle est poreuse, hein, je reste à l'écoute du monde, à l'écoute de ce qui se passe, à l'écoute de ses signaux faibles. Ma bulle, elle est souple et solide et elle s'adapte. Et voilà, et si jamais tu as écouté ce podcast et comme moi en 2016, tu as pris une calotte par Rudy et que si ma bulle, elle te perturbe un peu, c'est normal, ça m'a fait la même chose à l'époque et c'est peut-être juste que tu as besoin de construire la tienne. Et voilà, on arrive déjà à la fin de ce podcast. Merci du fond du cœur d'être resté jusqu'ici sur ce premier podcast dans ces nouveaux bureaux. Et voilà, en conclusion, je pourrais te dire que peut-être que si tu écoutes ce podcast et que tu n'en es pas encore là où je suis, peut-être que tu vis dans un monde qui te tire vers le bas, un monde qui te fatigue, un monde, tu as l'impression, qui t'éteint. Tu peux changer ça. Tu peux créer ton propre espace. Tu peux créer ton filtre, ton terrain de jeu, ta bulle. Et c'est ça, une vie de liberté, une vraie vie de liberté. C'est pas de tout lâcher, c'est de tout choisir. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous retrouve ici dans 15 jours. Et d'ici là, je vous souhaite le meilleur. Et vous le savez, je vous souhaite, par-dessus tout, de vivre libre.